Aujourd'hui, on va rencontrer le meilleur maire du monde. Ça existe, c'est vrai, il est juste à côté de moi, il s'appelle Philippe Rio et il est maire de la ville de Grigny. Alors Grigny, ça va pas lui plaire, mais c'est vrai, c'est la ville la plus pauvre de l'Hexagone, mais, trois petits points, vous allez voir qu'à Grigny, c'est l'école de la débrouillardise et qu'il y a des tonnes d'étincelles qui surgissent ici. Il va nous en parler, il va aussi parler des combats, parce que dans cette ville, qui a pourtant plus que d'autres besoin d'un supermarché, il n'y en a toujours pas de supermarché. Et donc on va parler de tout ça, la politique sur le terrain qui rend moins con, vous allez voir, vous allez apprendre des tonnes de trucs, les inspirants, c'est le nom de ce podcast, à la rencontre de ceux qui, avec leur parcours, leur métier, leur passion, nous donnent des étoiles dans le ciel. Bonjour Philippe Rio. Bonjour. On se connaît depuis le confinement. On était venu ici avec des équipes de TF1 pour voir justement comment on gérait cette période pas simple à Grigny où il y avait encore plus besoin qu'ailleurs de solidarité. Et franchement, on en avait eu plein les yeux. Première question, parce que je viens de dire dans l'introduction, vous avez été élu meilleur maire du monde. Alors, c'est pas vous qui avez levé le doigt pour dire tiens, j'aimerais bien être le meilleur maire du monde. C'est, on va dire, une sorte de grande organisation mondiale qui, chaque année, dit... Basée à Londres. Voilà, basée à Londres. Cette année, c'est ce maire-là qu'on va mettre en avant et qui a le titre de meilleur maire du monde. Ouais. Quand on vous a appelé pour vous dire ça, vous avez pensé que c'était une blague, vous vous êtes dit pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? D'abord, c'était après ton passage. Ouais, alors, c'est pas moi qui suis magicien, mais... Peut-être un lien de cause à effet. Non, non, c'est surprenant parce que Grigny, c'est la ville de tous les superlatifs. La ville aux 1000 défis. Et donc, une petite ville, dans ce concours, il y avait Washington, Milwaukee, Buenos Aires, Ankara, New Delhi, et puis Rotterdam. Et d'ailleurs, on a fini ex aequo avec le maire de Rotterdam et on s'est rencontrés, après c'était drôle, on s'est rencontrés à l'ONU avec le secrétaire général de l'ONU. Donc voilà, c'était un petit moment sympa. Non, c'est surprenant, au début on n'y croit pas, d'où ça vient, c'est quoi ce truc. On peut même avoir le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que c'est ce prix-là? Et en même temps, c'est la fierté, quelques temps après, l'annonce de... c'est un travail collectif parce que affronter la période de pauvreté pendant le Covid, qui était le thème retenu pour cette période-là par cette fondation qui est basée à Londres, nous, on a fait une œuvre collective, c'est-à-dire que les agents du service public, le monde associatif, les habitants, on en a fait une grande fête et en fait, c'était une grande fierté de se dire que même nous, les plus petits, et souvent ceux qui sont pointés du doigt, cornérisés, mis de côté, pour le coup, on n'est pas la banlieue mis au banc du centre, mais on est au centre. Et on a le droit d'être au centre, en fait. Et pendant un petit moment, ça a fait du bien de se dire, il y a des projecteurs sur nous, on nous dit qu'on travaille bien, qu'on fait bien des choses, alors que d'habitude, on a plutôt un biais négatif sur les banlieues, sur les quartiers populaires. Et alors, donc, voilà. Je me permets de planter le décor. On est au sud de Paris, allez, 20 km, c'est accessible très facilement avec le RER, sauf que quand on parle de Grigny, c'est parce qu'il y a des violences, il y en a eu en 2005, c'est parce qu'il y a la pauvreté, et c'est vrai, une personne sur deux est sous le seuil de pauvreté, en dessous de 1 200 € par mois, et c'est parce que c'est le bordel, les banlieues, ça va jamais. Voilà, ça c'est pour les clichés. On y reviendra tout à l'heure. Voilà. Et ce titre-là de meilleur maire du monde, c'était pour montrer tout le contraire. On va revenir un mot quand même sur ce confinement. Il a fallu aider. Oui. Qu'est-ce que vous retenez, vous, comme action peut-être la plus concrète, la plus positive? La distribution alimentaire. On distribuait plus de 500 repas par jour dans la période de crise la plus aiguë. Et les associations allaient porter, y compris dans les bâtiments où il n'y avait plus d'ascenseur, où les réparations ne se faisaient attendre depuis bien longtemps. Et donc, ça montait 10 étages, 11 étages pour aller distribuer un repas pour une famille. Et l'accueil des gens a été remarquable. Donc, on a fait ça. On a distribué 260 000 masques, je crois. Ouais, c'est ça, 2 fois 130 000. En fait, on a fait notre job, tout simplement. On va parler de votre quotidien. Je remarque que sur la table, c'est pas pour faire joli, non. Il y a des mandarines. Le service restauration m'a dit « Monsieur le maire, tenez, c'est la période, c'est pour vous. » Ça, c'est pour tenir. Pourquoi? Parce que combien d'heures de boulot par semaine, sans jouer aux misérabilistes, et on le sait, les maires, ils bossent tous énormément. Vous, c'est combien d'heures par semaine? C'est entre 70 et 80. Après, quand on est à la maison, on bosse. La nuit, des fois, on se réveille. Alors moi, je le sais, votre directeur de cabinet, il le dit, il m'emmerde même le week-end à des heures pas possibles pour m'envoyer des SMS parce qu'il faut penser à ça, ça, ça et ça. Ouais. Vous avez trop de bonnes idées, c'est ce qu'ils me disent, là, dans votre équipe. Du coup, vous les emmerdez tous. J'abuse un peu, je crois. Ouais.
J'ai besoin de partager, donc je partage. Je vais tester si l'idée elle est bonne ou pas en fait. Alors, on va être très concret. Ouais. On l'évoquait en introduction. On est dans une ville ici. Combien de milliers d'habitants exactement ? 30 000. 30 000. Plus que jamais ici, on a besoin de supermarchés avec des produits pas chers pour se nourrir, c'est normal. Je l'ai dit, le taux de pauvreté, il est intense. Vous n'avez pas de supermarché. Ouais. Le dernier, il a fermé il y a des années et 2016. 2016. Et depuis, vous battez, vous et d'autres, pour qu'il y ait un supermarché qui ouvre. Parce que les supermarchés autour, eux, ils n'ont pas très envie qu'il y ait un supermarché qui vienne ici, parce que ça va leur bouffer un peu de part de marché. On les a interrogés, moi je les ai appelés au téléphone, ils ne voulaient pas répondre, les supermarchés concurrents. Mais vous êtes sur le point de réussir. Alors expliquez-nous justement cette bataille. 4 ans de procédure. 4 ans où les supermarchés des alentours ont fait des recours contre les autorisations qui ont été délivrées au fur et à mesure par le nouveau supermarché qui va s'implanter. Et le chantier va commencer là, ce mois-ci. Le terrain a été acheté, toutes les autorisations ont été données et tous les recours judiciaires et juridiques ont été purgés. Rendez-vous compte, dans ce pays, pour faire un supermarché, on est obligé d'aller devant le Conseil d'État. Ça devient dingue, en fait. On va devant le Conseil d'État pour avoir l'autorisation d'avoir un supermarché qui a toujours été présent dans cette ville, mais parce qu'à côté, y compris le concurrent d'à côté dit « je vais perdre 7% de mon chiffre d'affaires », on fait attendre une population pendant 4 ans de procédure, des milliers d'euros de procédure, d'ailleurs, que nous avons payé, que eux ont payé, mais ça ne les dérange pas trop. Et donc, les travaux vont commencer, on en a pour 18 mois de travaux. Donc voilà, c'est enfin, ça démarre. Parce qu'on les a filmés, nous. Vous avez des centaines d'habitants ici qui font 1 km, 2 km, 3 km, 4 km à pied, bien souvent, pour aller justement faire des courses dans le supermarché collé à Grigny. Donc, il y a quelque chose d'indécent, en fait, qui s'est produit pendant des années. Ce n'était pas de votre fait. Il y a de l'indécence, il y a de l'indignité. Se sentir obligé de faire le chemin du combattant quand on est personnes âgées et qu'il n'y a pas les transports ou que les transports c'est difficile, et ben on y va à pied. Effectivement, on voit des gens surchargés qui reviennent avec du lait, avec de l'eau, avec des caddies pleins, et ça prend une demi-journée en fait. Donc oui, ça touche à l'indécence et à l'indignité. Et donc, avoir un supermarché, c'est plus qu'un supermarché, en fait. C'est retrouver de la dignité dans la proximité et de se dire, on a le droit d'avoir un commerce de proximité comme partout ailleurs. On a l'impression que c'est un luxe parfois dans ce pays. Et donc, c'est ça qu'on a réussi à gagner. Donc, vive le chantier qui commence bientôt. Enfin. Alors, il y a un autre chantier important. Je vais ouvrir le... Je me lève. Je ne devrais pas faire ça. Je n'ai pas le droit avec le micro. Mais regardez, hop, j'ouvre le réfrigérateur. Je sais ce que j'ai regardé avant. Alors, on va faire de la pub. Et vous avez compris pourquoi. Alors, vous carburez pas au coca, mais... Enfin, si, vous en prenez de temps en temps. Quand je suis épuisé, j'en prends, Il y a une usine Coca-Cola à Grigny. Ouais. Elle crée de l'emploi, elle crée de l'économie, c'est bien pour l'économie. Vous êtes maire communiste, mais vous n'avez pas de problème avec ça, on est d'accord ? Non. Jusque-là, tout va bien. On a la couleur rouge en commun. Et puis ensuite, il y a eu un bras de fer. Et vous avez fait plier Coca-Cola, ça n'arrive pas tous les jours, pour la question des nappes phréatiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le combat et ce qui s'est passé à la fin ? Et j'enlève, sinon on va se faire trop de pub, on va se faire gronder. L'eau utilisée pour remplir les boissons Coca-Cola était de l'eau issue de la nappe phréatique. Coca-Cola avait des forages avec autorisation préfectorale pour pomper l'eau. Il la traitait sur place et ensuite ça allait dans nos... Tout ça est normal et... Tout ça est normal, c'est contrôlé, ça se fait partout d'ailleurs. Et puis 2023, la France est en grande sécheresse, les nappes phréatiques sont touchées, le stress hydrique s'abat sur le pays et on sait que le réchauffement climatique va poser question à long terme sur ce sujet-là et on demande à Coca de stopper le pompage dans la nappe phréatique pour protéger la nappe phréatique qui, à la différence d'autres territoires, n'est pas utilisée par les agriculteurs quand même, je tiens à le dire, mais quand même qui pose question. Et on demande à Coca de changer leur mode d'approvisionnement en eau, d'arrêter de pomper dans la nappe phréatique et d'aller dans la régie publique eau de Grand Paris Sud, que j'ai l'honneur de présider, et que nous étions prêts à leur vendre la quantité d'eau nécessaire pour leur production industrielle. Sauf que c'est pas une petite asso à qui vous pouvez plier le bras. Là, on parle de Coca quand même. Ouais. Donc ils ont dit oui tout de suite ? Non. Non, ils n'ont pas dit...
Non, ils n'ont pas dit oui tout de suite. Ça a dû faire l'objet de négociations, de relances, une petite pétition également sur change.org, 55 000, 85 000, je crois. Et puis, c'est comme toutes les grandes entreprises, ils ont un sigle maintenant qui s'appelle le RSE. Alors ça veut dire quoi déjà RSE? Responsabilité sociétale d'entreprise, je crois. Oui, quelque ou chose environnementale. comme En ça. tout cas, c'est le logo environnementaliste, entre guillemets, c'est pour ça. dire qu'on est respectueux. Ouais. Et donc, ils avaient un projet d'agrandissement de l'usine avec un grand volet vert. Ils ont verdi leur industrie. Ça reste une industrie d'embouteillage, peut-être comme de la bière ou comme d'autres produits liquides. Et donc, ils ont verdi énormément. Et on a apporté 2 solutions locales à partir de nos entreprises publiques locales. On leur a proposé l'eau. Et donc, j'ai eu l'honneur de tourner la vanne d'eau et on leur livre de l'eau aujourd'hui au même prix que moi je l'achète à Grigny. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un tarif préférentiel pour Coca. Donc, ils ont acheté l'eau auprès de la régie. Pas en totalité, mais au moins à minimum un tiers de leur consommation. Et je pense que ça va monter au fur et à mesure. Et puis, à Grigny, on n'a pas d'argent, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et on a surtout de l'eau chaude à 1800 mètres. Et donc, on chauffe les grands ensembles de la ville. On va certainement avoir dans quelques années le plus grand réseau de géothermie de France, parce qu'on se développe dans 8 villes aux alentours, à partir du forage que l'on a réalisé à Grigny il y a 10 ans de cela, juste après la COP 21 de Paris. Et Coca-Cola a accepté qu'on leur livre de la chaleur à partir de la ressource géothermale. Et donc, on a une entreprise d'embouteillage qui fait confiance aux entreprises locales, en clair aux maires pour l'instant, on les livre en géothermie, on a branché la géothermie et on leur livre l'eau qu'on maîtrise un peu mieux dans la production, l'eau potable à travers la régie. Et donc, on a une entreprise locale qui a fait confiance dans le territoire. Ça n'a pas été simple, mais pour faire, par exemple, la géothermie, on a dû faire un forage sous l'autoroute. On a été à 360 mètres de longueur, on a été à une soixantaine de mètres sous l'autoroute. C'était un petit exploit technique. Mais aujourd'hui, Coca-Cola a verdi son industrie. Et donc, on est dans une logique gagnant-gagnant. Donc, on a un maire communiste qui se met d'accord avec Coca. C'est juste génial, ça n'arrive qu'à Grigny. C'est important de le souligner. Alors, Grigny, justement, là, on va pas faire un cours d'histoire trop lourdingue, mais quand même, je pense que c'est important pour tous ceux qui ne connaissent pas ce qui se passe dans les banlieues autour de Paris. Grigny, années 60, 3000 habitants. Bravo. Et puis, vague migratoire importante. Tous ceux qui sont venus en France pour bosser, pour faire marcher l'économie de notre pays, il a fallu les mettre quelque part. Pardon pour ce raccourci, mais il faut dire les choses. Et vous êtes passé de 3000 à plus de 20 000. 26 000 habitants. En quelques années seulement. 5 ans. Et là, c'est la lecture que vous allez nous faire qui va être importante, c'est que vous dites l'État a fait n'importe quoi, il a dit démerdez-vous avec tous ses habitants et puis ensuite on donnera pas un centime et on verra bien ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé. C'est ça, il a fait du non-aménagement du territoire, c'est-à-dire qu'il a créé 2 cités contre l'avis de la commune qui n'avait très peu de pouvoir. Le pouvoir des communes, ça date de 80-82 sur les lois de décentralisation et donc l'État décide d'imposer 2 grands ensembles, un en mode copropriété privée classe moyenne et l'autre, le Grigny 2, plus grande copropriété de France, dont on répare aujourd'hui toutes les bêtises. Avec un surendettement énorme. Ouais. Avec tout ça, avec l'horreur de la copropriété. Opération d'intérêt national quand même. Copropriété dégradée, la plus grande de France. Et un petit ensemble qui s'appelle le quartier de la Grande Borne, dans lequel j'ai grandi. Aujourd'hui, j'habite à Grigny 2, mais j'ai grandi à la Grande Borne. 4000 logements. Aussi 2 mastodontes qui viennent... dans un petit village avec des rues pavées. Dans un petit village où Sidney Bechet a créé ses plus belles chansons. Dans un village où, sur le coteau de la Seine, avec des lacs qui étaient autrefois des sablières, où il y avait une activité de récupération du sable et qui, au fur et à mesure qu'on creuse, on tombe sur la nappe phréatique. Donc ça monte. Donc aujourd'hui, c'est un paysage extraordinaire, une pépite de biodiversité, c'est d'ailleurs ce qui nous oblige. Grigny n'est pas connu pour ça, mais on a 60 hectares d'espace lacustre et de zones humides qui aujourd'hui, à la veille de la COP 30, dit un certain nombre de choses. Et puis 2 grandes cités imposées. Et en fait, dès 1974, l'État reconnaît lui-même par un rapport de l'inspection générale de l'administration qu'il y a une connerie et qu'on va la traîner pendant longtemps. On la traîne encore aujourd'hui. Et oui, on la traîne. En 2016, de nouveau, un nouveau rapport d'inspection générale de l'administration qui dit qu'il va y avoir du temps, et on en a encore pour longtemps, à réparer cette erreur d'urbanisation
imposée, autoritaire, massive, sans donner à la ville les moyens financiers à l'époque. Et dès 1974, la ville est endettée parce que les écoles des deux grands ensembles n'ont pas été réalisées par l'État. Donc ça a été 2 coûts immobiliers, pour faire simple, dont aujourd'hui on paye encore les errements, tout simplement. Donc du coup, il faut retaper, ça coûte des centaines Ouais, de oui. milliers d'euros, des Eh oui. millions et des millions et des Ouais. millions. Et ces endroits dont vous parlez, Philippe Rio, vous y habitez. Alors, vous l'avez un petit peu Ouais. dit en 2 secondes, c'est-à-dire que vous êtes un maire, vous n'avez pas un petit château à 15 km d'ici, non, Non, vous habitez non. ici à Grigny, vous êtes arrivé à Grigny, vous aviez 1 an, c'est ça? 6 mois. 6 mois. Je suis né en août, je suis arrivé en décembre 74. J'ai encore le loyer de mes parents. Ouais. Donc si je dis que le meilleur maire du monde, il habite dans une barre d'immeuble, vous allez me dire oui, c'est vrai, Bah oui. et oui, c'est pas grave. Bah non, c'est normal, non? Pourquoi c'est normal? Bah on habite dans sa ville, on Mm. vit sa ville. Donc non, c'est normal. Moi, je suis de là. C'est normal pour moi. La cloche à conneries, si je Ouais. peux me permettre, Ouais. bon, c'est une cloche, vous appuyez dessus quand je dis une bêtise, d'accord? Par rapport à ce travail de maire, a fortiori quand on est en banlieue, Ouais. d'accord? Donc Allez. je vais un peu charrier quelques clichés, vous allez me dire ce qui peut être embêtant ou non. Quand on est maire, forcément, on habite un logement vraiment très très sympa et on est au-dessus du lot. C'est moins qu'on puisse dire. Non, j'appuie quand c'est pas bien. Hein. Ouais. Pourquoi? Bah, c'est pas bien. On habite avec les gens. On n'est pas. Enfin, moi, c'est ma conception. Je vis avec les gens. Je suis d'ici, donc je vais pas habiter ailleurs. Et je vais. Et puis, j'ai pas les moyens de me payer un pavillon, quoi. Voilà, j'ai pas les moyens. Vous gagnez combien? Là, je suis à 2900 € Pour en une tant que ville, maire. pour une ville de 30 000 habitants, Ouais. avec 70 heures de boulot par semaine, Ouais. plus les permes le week-end, le soir, la nuit. Je sais que votre femme n'est pas toujours contente que le téléphone sonne et qu'il ne soit jamais éteint. On continue. Monsieur le maire, vous allez bien pouvoir me trouver un logement, s'il vous plaît. Ça, je crois que c'est une phrase que vous entendez souvent, c'est vrai Ouais, ou pas? ouais. Oui, c'est une phrase que j'entends souvent parce que la crise du logement, on la ressent. Même sans chiffres, on a vu ces dernières années une pression sur le logement et il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'on ait une question de demande de logement. Mais qu'est-ce que vous répondez? Parce que vous pouvez pas tout faire. Ben, on peut pas. T'es maire, mais comme on te voit parfois à la télé et que tu sais bien Ah. t'exprimer, tu vas finir ministre. Ah oui, alors ça, j'ai... C'est vrai ou pas? Faut sonner hein, si c'est faux. Non, c'est vrai, on me dit ça. Oui, mais est-ce que c'est vrai que vous voulez être ministre? Ah non. Pourquoi? Ah non. Non, En plus, moi, je peux le dire, c'est pour quoi faire. On se connaît depuis plusieurs années, on vous l'a déjà demandé plusieurs fois. Voilà. En tout cas, on vous a approché plusieurs fois. Ouais, mais l'utilité, elle est là aujourd'hui. Moi, je sers mon pays aujourd'hui en faisant ce que je fais. Il y a liberté, égalité, fraternité sur le fronton de la mairie. Tous les matins, j'ai le sentiment de servir mon pays. Les pauvres, ça vote pas, donc de toute façon, ça sert à rien de s'y intéresser. Moi, j'ai déjà entendu cette phrase dans la bouche de certains ministres, pour tout dire. Oui, alors on me l'a dit pas, moi, en face. On n'ose pas me le dire. On me le fait comprendre. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a des citoyens dans cette société qui sont bons à rien. On ne doit apporter aucun intérêt. C'est à l'inverse de notre concept de la République, où tout le monde est citoyen, quel que soit son niveau de vie. Et donc, dans une ville où il y a 45% de taux de pauvreté, non, la question sur la dignité, y compris sur la citoyenneté, sur le regard des politiques publiques, c'est la raison pour laquelle moi je fais du national aujourd'hui. Pourquoi je vais autant, quand on me tend un micro, je suis présent, parce que bien évidemment on dit Grigny, la ville la plus pauvre de France. Eh ben, ça permet d'aborder le sujet avec dignité, avec raison, avec détermination, pour dire il y a un autre chemin qui est possible. Et franchement, être pauvre, c'est pas la grande joie dans cette vie. Moi, je connais pas un gamin qui me dit quand je vais dans une école, Monsieur le maire, je suis pauvre, c'est super, je m'éclate. Allez, une dernière clochette. Vous allez appuyer ou pas quand on vous appelle pour venir sur les plateaux télé pour parler des banlieues et qu'on vous dit mais en l'espace de 20 ans, depuis les émeutes de Villiers-le-Bel, rien n'a changé. Le biais médiatique. Parce que moi, je vais le dire, on vous a invité sur un plateau télé la dernière fois et vous étiez très énervé. Je ne donnerai pas les noms, on n'est pas là pour jouer au juge. Non. Mais vous étiez énervé. Pourquoi vous étiez énervé? Parce que il y en a marre de ce biais médiatique très simpliste. Les banlieues, ils n'ont pas la cote dans la société française. Quand on en parle d'ailleurs, parce qu'on n'en parle pas toujours. Quand 80% des Français ont un regard plutôt négatif, or ici passe des choses remarquables, il y a des choses très difficiles, il faut le dire. Mais ce que je regrette, c'est qu'on ne montre pas les choses qui vont bien, les gens qui se battent pour s'en sortir, les collectifs, les directeurs d'école qui font un boulot de dingue. On en parlera juste après. Tous ces gens-là, ces invisibles, qui font un travail remarquable et qui fait que ça
tient encore, même si parfois il y a des grands moments de faiblesse, il y a des grands moments de tragédie. Problème de drogue et de violence, évidemment. De drogue, de violence, de rapport à la police. Et donc, aujourd'hui, le biais médiatique n'aborde les banlieues que par ça. Mais et vous, ça vous fout hors de vous ça maintenant. me fout, mais hors de moi, c'est impossible. Et effectivement, sur un plateau, j'ai dit, j'ai failli ne pas venir parce que j'en ai marre. Je connais vos questions. J'ai beau vous apporter des réponses qui apportent un juste milieu. Vous ne l'entendez pas. Et chaque fois, on me pose les mêmes questions. Donc voilà, changez votre disque, quoi. Changez votre disque. Alors justement, les écoles. Ici, c'est alors l'école de la République dans tout ce que ça signifie. Quand il y a eu les émeutes en 2005, Grigny avait payé un lourd tribut. Ouais. Et ensuite, il y a eu les émeutes liées à la mort de Naël à Nanterre. Nous, on est venus ici avec les équipes de TF1 et on a vu quelque chose d'assez dingue. C'est que pour protéger les écoles, parce que dans certaines villes, on est en quoi ? Juin 2023, si je dis pas de bêtises, il y a des écoles qui brûlent, et des associations et des bâtiments publics. Pour que ça n'arrive pas à Grigny, et c'est pas arrivé à Grigny, avec des parents d'élèves, avec des gens qui sont complètement apolitiques, vous avez dormi dans les écoles. Pour les protéger d'une certaine manière. Les instituts, ils tiennent un peu le pays hein, dans nos quartiers. Hein. Ils font un boulot remarquable. L'engagement de directeurs, de directrices d'école, d'enseignants, c'est un travail qui est peu mis en évidence, mais ils sont des références pour les enfants, ils sont des références pour les parents, et c'est le seul service public qui est là, qui est le plus présent en fait dans nos quartiers populaires. À Grigny, l'école, elle donne aussi des petits-déj. Vous pouvez nous expliquer ? Ouais. Parce que c'est une idée qui est née ici à Grigny. Ouais, qui est née ici. Aujourd'hui, dans les écoles maternelles et dans les écoles primaires, ça fait quand même un peu de monde, 3500 petits déjeuners tous les jours distribués, 1 tonne de fruits par semaine, entre 8h20 et 8h40, le temps d'accueil de l'enfant, tout est prêt pour que les enfants... Dans les classes ou juste à dans côté les classes, ouais. Dans les classes. Pour ceux qui n'ont pas l'argent d'avoir des petits-déj, hein, disons-le. Le meilleur maire du monde, il a fait des études. Ouais. Alors vous avez fait un bac et après vous avez eu le chômage. Je dis pas de bêtises, hein, j'ai bien bossé. Ouais. Et après, vous vous êtes dit, je vais recommencer des études. Ouais. Vous avez fait Sciences Po. On était en quelle année ? Et est-ce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de concours, entre guillemets, pour aider ceux qui venaient des quartiers défavorisés ou qui avaient un background social un petit peu moindre que d'autres. Hein, aujourd'hui, ça s'est corrigé chez Sciences Po. Mais quand vous tentez ce concours Sciences Po et que vous rentrez, qu'est-ce qui se passe ? Quand on vient de Grigny, vous le dites vous-même, hein, vous l'avez écrit, ouais, c'était vraiment plus compliqué que pour d'autres. Sans misérabilisme aucun. Non, la marche, elle est haute. Elle est haute culturellement. J'étais le seul enfant d'ouvriers salariés. J'avais ma vie ici et assez peu ailleurs, en fait. Et donc oui, il y a des classes qui sont différentes. Ça existe, hein, ça a toujours existé. Et donc, c'est un peu plus compliqué. Et d'ailleurs, on s'allie très rapidement à ceux qui sont les plus proches en termes de classe, de vécu. Et donc, moi, mes premiers copains, c'était celles et ceux dont les parents étaient soit profs ou fonctionnaires, par exemple. C'est-à-dire la catégorie juste au-dessus des manœuvres, qui étaient mes parents. Et puis après, bon voilà, on essaie de dépasser ça, mais ça reste, c'est un peu dur, ouais. Mais ça forme, hein, ça pique, mais ça forme. Quand vous étiez jeune, vous vouliez faire quoi ? Je voulais être footballeur. Ah bon ? Bah oui. Vous êtes petit comme moi en plus, donc c'est... Non, c'est pas un problème quand on veut être footballeur, si ? Non, ça va. 1m74. 1 centimètre de moins, merci. Ah ouais. C'est vraiment sympa. Footballeur, pourquoi vous n'avez pas été footballeur alors ? Parce que j'étais pas bon. J'étais pas... Non, mais je voulais être footballeur, ouais. Et après ? Et après, j'ai arrêté. Je me suis perdu dans l'école. J'ai fait un bac G3, commerce. Le commerce, c'est pas pour moi. Là, j'ai arrêté. Comme beaucoup d'élèves aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai pas trouvé d'alternance. C'est un vrai sujet qui perdure aujourd'hui. Nous, nos réseaux sont tellement faibles qu'on peut pas trouver d'alternance des boîtes qui nous accueillent. Et donc, j'ai pas trouvé l'alternance. J'avais trouvé l'école, mais pas l'alternance, la société qui devait m'accueillir. Et donc, j'ai fait 1 an de chômage. Après, j'ai repris l'étude et j'ai terminé effectivement à Sciences Po sur concours. Non, et puis je me suis baladé au fur et à mesure. Et puis, j'ai découvert le monde des collectivités locales, la commune. On peut tomber amoureux des collectivités locales ? Ouais, on peut tomber amoureux de sa ville. Je crois que c'est ça qui m'a amené à faire ça, ouais. J'ai découvert des gens, en fait, les invisibles de l'engagement.
dans l'escalier, dans le hall, dans la rue, dans le quartier, qui essayaient de changer les choses. Et moi, ça, c'est les gens qui m'inspirent le plus. On va prendre un exemple concret. Alors, je connaissais le grand remplacement. Là, ici, à Grigny, j'ai appris la stratégie du peuplement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire? Ouais. Parce que ça aussi, ça raconte quelque chose de Grigny et de votre politique de maire. Une stratégie de peuplement, c'est de faire en sorte que les classes moyennes ou les classes populaires supérieures restent sur le territoire. Celles et ceux, vous savez, qui font la vie associative. Parce que pour aller s'occuper du foot, s'occuper de la danse, s'occuper de la gymnastique, il faut être un peu stabilisé dans sa vie. S'il faut être parent d'élève, il faut être un peu stabilisé. Et donc, cette population-là, on a un intérêt à la garder. Mixité du porte-monnaie, pour dire les choses. Ouais, la mixité du porte-monnaie pour que ces gens-là puissent s'investir dans la vie citoyenne, en dehors du temps de l'école, en dehors de la vie de la ville. Ce qui fait que notre pays tient aujourd'hui par ce monde associatif et par des bénévoles qui sont pas dans l'insécurité professionnelle plus, ou dans la précarité complètement dingue. Même si ceux qui sont joues coupe dans la précarité, on le voit tous les jours, sont aussi les premiers à aider dans énormément d'associations. Absolument. On le dit pas assez et voilà. Absolument. Et donc, de se dire, par exemple, dans le quartier de la Grande Borne, c'était impossible, quand on a un homme et une femme, chacun un SMIC, ils étaient trop riches pour venir dans le quartier de la Grande Borne. On parle du SMIC. Hein, ouais. Et on parle du SMIC. Tu vois, c'est le SMIC, on est loin de l'impôt de solidarité sur la fortune quand même. Et donc, il y avait des règles qui étaient basées en disant, en clair, il n'y a que les pauvres qui veulent venir, ou les très très pauvres. Et non, en fait. Donc vous avez changé les critères. Et donc, on a réussi d'une expérimentation, et il fallait demander l'autorisation d'un ministre pour qu'on ait une expérimentation, de dire, OK, on va changer le quartier, mais s'il y a des gens qui veulent rester parce qu'ils ont 2 fois le SMIC, et qu'au début, peut-être qu'ils étaient au chômage et qu'ils ont le SMIC, mais qui veulent rester là, d'abord, on va pas les mettre dehors. Peut-être qu'ils sont bien dans le quartier, et puis peut-être qu'ils sont parents d'élèves, etc., et on a un intérêt à les garder. Et puis ceux qui veulent venir parce qu'ils ont un travail avec un SMIC, qui, encore une fois, on roule pas sur l'or, mais qui veulent parce que le logement, il est plutôt grand, les logements des années 70 sont plutôt grands, et puis ils ont une relation sociale dans le quartier parce qu'ils y ont grandi, parce qu'ils ont une tante, un frère, que sais-je encore. Ces gens-là, ils ont le droit de venir. On va pas les chasser quand même. Votre moment le plus heureux et votre moment le plus triste sur le terrain en tant que maire? Le plus triste, c'est un décès. Vous savez, un maire, ça rit et ça pleure tous les jours. Et dans un territoire comme celui-ci, plus. Non, le moment le plus dur, c'est de se retrouver en bas d'un immeuble à 4 h du matin avec un incendie qui a tué une petite fille de 9 ans. Et c'est arrivé ici. Ouais. Et c'est arrivé. D'un logement qui était squatté, la famille de précarité, il y a du logement indigne, et de voir les pompiers abattus. Moi, je les vois souvent, les pompiers, ils sont jamais abattus. Et là, d'avoir senti ça, je me rappelle avec le commissaire en bas, avec le procureur, difficile, très difficile. Et puis après, une fois que le drame est passé, faut continuer à être là. Le lendemain matin, j'étais dans l'école parce que des agents connaissaient ça. Dans l'école, c'était un drame. Et donc, il faut tenir. Il faut tenir tout le temps, constamment. Le plus beau moment, alors? Le plus beau? Pour l'instant. C'est... on m'a énormément poussé pour faire une soirée meilleure maire du monde que je voulais pas faire. Et là, j'ai vu les yeux qui brillaient chez les gens. Parce que c'était eux les meilleurs du monde. Ils se sont appropriés le truc. Ils se sont dit, monsieur le maire, pour la première fois, on nous considère qu'on est bon, quoi. Et ça, c'était... les gens étaient bien habillés, même les enfants en costume, cravate. On avait fait une soirée simple, de se dire merci à tout le monde après le Covid. Et ça, c'était... Moi, c'est puissant. C'est très, très puissant. Tout le monde était fier. Voilà. 2 dernières questions. Question inspirante. Quelle est la personne, puis que vous êtes tout petit dans le berceau, quelle est la personne qui vous a le plus inspiré? Je vais rester sur les invisibles. Ouais. Et quelle définition vous donnez des invisibles aujourd'hui? C'est-à-dire celles et ceux... C'est repris par beaucoup en politique, avec ce que ça signifie parfois de... Pour moi, c'est... d'outrancier. Non, c'est pas de ma part. Moi, je viens de là. Et donc, moi, j'ai pris goût à l'intérêt général, local, par des militants de la citoyenneté, par des militants associatifs et par des militants politiques qui n'ont aucune barrette, là. Ils font pas ça par recherche de poste ou de carrière politique, ou de carrière tout court. Ils font ça par un humanisme de proximité. Et moi, ces gens-là, ils sont encore une fois inspirants.
Je le vois encore. Moi, j'ai par exemple, tiens, mon gardien. J'adore mon gardien. Il fait un boulot remarquable, mais comme plein de gardiens, Le meilleur conseil qu'on vous ait jamais donné. d'avoir confiance en soi et de travailler. Ah, mais ça se décrète pas. Qui vous a donné votre confiance en vous, là? Vos parents? Non, tous les gens que j'ai rencontrés. Moi, j'ai rencontré des instits qui ont été importants pour moi. J'ai rencontré dans Vous la allez me famille. reparler des invisibles. Mais oui, mais c'est Ouais. tous ces gens-là. Moi, j'ai un moment, j'étais confronté à la question de l'expulsion locative. On avait des problèmes à la maison, on n'arrivait pas à payer. Moi, j'étais au Resto du Cœur, on avait parfois des moments très difficiles. Et il y a des gens qui viennent qui disent bah non, on empêchera l'expulsion locative parce que mettre des gens à la rue, notamment avec des enfants, ça se fait pas. Qu'est-ce qu'ils vous disaient, petits, les instits? Qu'est-ce qu'ils vous ont, Ils m'ont un peu qu'est-ce tapé qu'ils sur vous les ont doigts. apporté? Ils m'ont- Pourquoi? Parce que j'étais un peu, un peu, voilà. Non, allez-y, ça veut dire quoi? Voilà. Non, j'étais un peu, bossiez pas assez? non, j'étais un Non. peu perturbé. Voilà, pas une vie un peu, une enfance un peu pas facile, donc on était beaucoup dans la défiance, et donc non, ils m'ont donné confiance sur ce que c'est de travailler, ils avaient quelques capacités, donc ils ont su déceler en moi cela. Alors c'est pareil sur le football, même si j'ai pas terminé professionnel. Voilà, aller tous les dimanches gagner des matchs, c'est plutôt bien, je trouve, quand on a l'habitude d'être pointé du doigt comme un loser. Parce qu'on ne réussit pas à l'école, parce qu'on est dans un quartier qu'on pointe du doigt, le sport, c'est quelque chose d'assez puissant d'ailleurs, comme alternative. Donc tous ces gens-là, moi, ils restent aujourd'hui des gens profondément inspirants. Vous diriez que quand on est en banlieue, on a parfois moins confiance en soi? Et Ah que, oui, et que oui. spontanément, Oui, c'est bien sûr. beaucoup plus dur, y compris sur ce moteur Ouais. essentiel de la confiance en Ouais, soi. la confiance en soi, l'estime de soi, on n'a pas confiance en soi. Nous, on le voit très bien, quand on sort d'ici, nos repères sont perdus. Aller au lycée, c'est un choc culturel. Très bien décrit d'ailleurs par des sociologues, par des choses comme ça. L'entrée dans l'université, c'est quelque chose. Alors, ça s'est démocratisé, mais ça reste quand même quelque chose de très puissant. On a de coller. Moi, j'étais à la fac de Nanterre. C'est pourtant Nanterre. J'étais en Master 1, pour reprendre les terminologies. Quand on dit on habite où, qu'est-ce que font vos parents? Je m'étais, j'habite Grigny, mes parents ils sont ouvriers chômeurs. On me posait la question, mais vous êtes sûr que vous habitez Grigny? Vos parents, ils sont militants, catholiques ou communistes? Ben non, ni l'un ni l'autre. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Et tu te prends ça en pleine classe. Et moi, je m'appelle Philippe. Je m'appelle pas Mamadou ou Sarah, quoi. Et donc, c'est très violent. Là, ce dont je vous parle, c'était en 95. C'était le siècle dernier. Tu reçois ça, ouais, c'est un peu difficile de t'accrocher quand même. Mais bon, voilà, on s'accroche et ça marche. Je dois dire une truc pour finir l'interview. La première fois qu'on s'est rencontrés, on devait venir faire un reportage ici et vous m'aviez dit ok, il n'y a pas de problème, on va vous suivre sur le terrain et on vous expliquera tout ce que vous voulez. Mais d'abord, on va bouffer autour d'une table et je veux vous montrer à quoi ressemble Grigny. Caméra éteinte. Et après on verra. Je me rappelle très bien de ça parce que parfois il faut un petit peu de temps pour comprendre avant d'aller trop vite. Et je vais être tout à fait transparent avec tout le monde qui nous écoute ou nous regarde. On voulait faire au début un sujet, je ne vous l'ai jamais dit, qui était de comparer la ville la plus pauvre de l'Hexagone avec l'une des villes les plus riches, à savoir Gif-sur-Yvette, juste à côté d'ici. Ah, oui, On a tourné dans les deux villes et on a laissé tomber cette idée parce qu'en fait les comparaisons sont souvent très cons. Et on a gardé que Grigny. Voilà, j'ai rien contre Gif-sur-Yvette, mais je voulais vous le dire aujourd'hui parce que non, il n'y a pas de merci. C'est en tout cas très inspirant. C'est le mot de ce podcast. Ouais. C'est très inspirant de réfléchir contre soi-même et d'aller dans les endroits où moi qui viens de la ruralité, voilà, ce sont aussi des territoires différents. Et Dieu sait que le moteur ici. J'ai l'impression de parler comme si je faisais de la politique. Là, faut que je fasse gaffe. Les moteurs sont partout et ils sont souvent insoupçonnés. Il y a de belles histoires là. On a plein de gamins qui sont dans le cinéma, qui font des choses remarquables. Racontez-le, on finit là-dessus. À chaque fois, je dis que c'est la dernière question, mais juste finir là-dessus. C'est qui les stars aujourd'hui à Grigny? Il y a plein de stars. Il y a Ronicia, qui est chanteuse, qui l'affaire elle est drôle. Elle découvre son talent de voix au service municipal jeunesse. Moi, j'ai sa première vidéo, elle chante, tout le monde est par terre parce qu'elle a une voix qui est incroyable. Il faut l'écouter sur les plateformes. Et le jour où elle fait le Zénith, je suis invité. Et on me dit, voilà, monsieur le maire, vous nous avez dit qu'il fallait qu'on ait des rêves ici. Voilà, moi, j'ai réussi. Donc, elle me donne son premier disque d'or dans l'équipement où aujourd'hui le service municipal jeunesse est.
Donc on a ça, il y a Golo et Richie, 2 influenceurs qui ont fait un film docu remarquable, qui habitent en plus dans le quartier dans lequel j'ai grandi à la Grande Borne. Le docu a cartonné, ouais. Le docu a cartonné, plus de 350 000 entrées, meilleur film docu ces 10 dernières années en termes d'entrées. Je vais spoiler, mais il y en a un autre qui est en cours. Non, mais ils ont un parcours de dingue, avec une amitié entre 2 garçons, dont un souffrant d'un handicap. Et donc c'est une amitié presque de l'amour entre 2 jeunes de quartier, un super costaud et l'autre souffrant d'un handicap. Et ça, je trouve que ça renvoie une image réelle de notre ville. Et de tous les quartiers populaires, en tout cas de la vraie vie des gens, qui cassent l'image, police, machin, blablabla, tout ça. Donc ça, c'est chouette. On a Bilal Chegrani, qui a fait plein de courts-métrages, là, qui a tourné son premier long-métrage où il est en numéro 1 du casting. Il a tourné quelques images la semaine dernière à la Grande Borne, dans son quartier. Donc Bilal Chegrani, il y en a d'autres qui font du cinéma. Là, il y a un court-métrage qui s'appelle Flamand Rose. Et dans le monde du sport, cet été, un truc de dingue, il y a des Grinois qui ont porté le maillot de l'équipe de France de football. 3 Grinois en 16 ans, 17 ans et en espoir. Et je trouve que c'est bien que des jeunes des banlieues portent le maillot de l'équipe de France et soient fiers de le porter. Merci, monsieur le meilleur maire du monde. Merci beaucoup. Et à tous ceux qui écoutez ou regardez ce podcast, je vous rappelle, vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube TF1 Info. Vous allez aussi sur la grande plateforme de TF1 qui s'appelle TF1+. Vous pouvez nous écouter, nous regarder sur toutes les plateformes. Et puis alors, surtout, il y a un petit truc sympa à faire. Vous likez, vous repostez partout. Pourquoi ? Parce que plus on entendra parler de gens inspirants, et moins on se prendra de torrents de saloperies sur les réseaux sociaux ou de choses parfois pas très très heureuses. On a aussi besoin de ça pour avancer. À tout vite pour un nouvel épisode.